Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui a pour objectif de vous donner un coup de projecteur sur les aides fiscales avec notre partenaire Letton, qui est expert du financement et de la fiscalité de l'innovation. Aujourd'hui, Laure Imbert, manager expert conseil financement de l'innovation, partagera avec vous son expertise sur les sujets centraux pour financer votre innovation et va décortiquer pour vous l'actualité de l'innovation et vous proposer une revue critique et commentée des dernières actualités fiscales et législatives, des dispositifs que vous connaissez déjà qui sont le CIR et le C2I, et surtout du nouveau dispositif qu'on appelle le CICO, le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, qui a été propulsé par la loi de finances 2022 et qui vient renforcer les dispositifs d'incitation fiscale à la RS. Laure, c'est à vous. Je vous laisse le soin de présenter. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué Nathalie, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous exposer les actualités des différents dispositifs de financement à l'innovation, principalement sur 2022. Je vous propose d'aborder ce webinaire en 3 temps. Première partie sur la présentation du crédit d'impôt recherche collaborative. Dans un second temps, la mise à jour des bulletins officiels des impôts et des différents amendements qui sont en cours pour la préparation de la loi de finances 2023. Et on terminera par quelques éléments intéressants en termes de veille juridique et fiscale. Pour commencer, donc sur le crédit d'impôt recherche collaborative. Alors, c'est un crédit d'impôt qui a été instauré par la loi de finances 2022, donc valable à partir de l'année 2022, qui vient pour partie pallier la fin du doublement des factures auprès des organismes publics au niveau du crédit d'impôt recherche. Donc, il favorise dans ce contexte-là plutôt des collaborations de recherche et pas des prestations ou des sous-traitances. Le dispositif est calqué assez fortement sur celui du crédit d'impôt recherche. Donc, on va forcément retrouver des points de convergence notamment sur la définition de la R&D, donc de la typologie des produits et des projets qui peuvent rentrer dans ce dispositif. Donc, on sera sur la même définition que celle du crédit d'impôt recherche, en l'occurrence des projets de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de développement expérimental avec les mêmes définitions issues du manuel de Frascati. Et on aura un calcul qui va suivre aussi les mêmes règles que celle du crédit d'impôt recherche, donc une déclaration annuelle calquée sur le dispositif fiscal du 1er janvier au 31 décembre, avec un crédit d'impôt qui sera aussi imputé sur l'IS par le biais d'un formulaire CERFA, qui à date n'est pas précisé. Peut-être un complément au CERFA 2069A traditionnel qu'on utilise déjà, peut-être un nouveau CERFA. On aura vraisemblablement l'information plutôt début d'année 2023. Étant donné que c'est un corollaire du crédit d'impôt recherche, il aura aussi des modalités de contrôle qui vont être similaires. Donc, on aura un contrôle possible par le ministère de la Recherche dans les mêmes conditions que le crédit d'impôt recherche, ce qui autorise par la même occasion la possibilité pour les sociétés de faire appel au comité consultatif. D'un point de vue bénéfice, il est plus avantageux que le crédit d'impôt recherche, avec un taux de 40% des dépenses qui sont valorisées et qui sont récupérées pour pouvoir faire de la déduction d'impôt. Un taux encore plus avantageux pour les PME, 50%, mais s'il y a un plafond annuel qui est de 2 millions d'euros par an par entité fiscale. En pratique, le crédit d'impôt recherche collaborative, donc comme il vient financer ou en tout cas limiter les dépenses sur des projets de recherche collaborative, on doit pouvoir être à même de définir ce qu'est un projet de recherche collaboratif. Pour cela, il y a une définition qui a été donnée également avec la loi de finances et au niveau des bulletins officiels des impôts, qui porte vraisemblablement aujourd'hui beaucoup sur la définition du contrat de collaboration, qui doit respecter un certain nombre de critères. Un contrat signé en amont des travaux, qu'à partir de ce début d'année et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Et le contrat doit pouvoir préciser que le projet de recherche est un projet de recherche commun, donc il est porté et supporté par à la fois l'entreprise qui veut bénéficier du crédit d'impôt recherche collaborative et un ou plusieurs organismes de recherche. Dans cette même lignée, si on a un projet de recherche qui est commun, on a aussi un partage d'un certain nombre de critères, notamment un partage des risques, un partage des résultats et un partage également des coûts. Donc, on a maximum 90% des coûts qui doivent être reportés par l'organisme de recherche. Et le point le plus sensible
À notre avis, c'est le sujet de la facturation. Sur ces projets collaboratifs purs, on est censé avoir une facturation sans marge, c'est-à-dire pour le coût réel de revient. Ce sont tous les critères indispensables qui doivent être présents au niveau du contrat de collaboration pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt recherche collaborative. Il y a un autre critère qui a aussi de l'importance, c'est le sujet de l'agrément. Pour des sociétés qui voudraient mettre en place ces crédits d'impôt, donc monter des projets collaboratifs, ils doivent passer par des organismes de recherche qui devront être agréés crédit d'impôt recherche collaborative auprès du ministère de la Recherche. Concrètement, cet agrément crédit d'impôt recherche collaboratif, il porte sur les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, ce qu'on appelle les ORDC. C'est principalement des organismes publics, mais pas que. Qui peut être ORDC? Le ministère de la Recherche a établi une première liste qui, bien entendu, n'est pas exhaustive, mais peut-être pour donner un peu de visibilité aux structures, principalement les EPST, les EPSCP, les EPA et les communes, qui sont a priori déjà dans ce dispositif de manière un peu native et intuitive. La définition de l'ORDC, l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, elle a été définie par la Commission européenne. Donc la définition finalement est un peu large, ce qui veut dire que si vous souhaitez monter un projet collaboratif avec un organisme qui n'est pas dans les catégories qui sont indiquées sur cette présentation, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aura pas la possibilité de le faire. Pour cela, on a besoin du coup d'un agrément. Un agrément SICO, c'est finalement 2 agréments. On a d'abord un agrément crédit d'impôt recherche qui doit être demandé et une qualification au RDC qui vient de manière supplémentaire, de manière complémentaire à l'agrément CIR. Donc il y a 2 agréments du coup dans ce contexte-là. La qualification au RDC est finalement assez simple à obtenir. C'est un formulaire à remplir dont le lien est disponible sur le site du ministère de la Recherche qui va plutôt expliquer et définir l'organisme, la nature des activités qui sont menées, des éventuels coûts alloués à la recherche et des éventuels liens de dépendance avec d'autres structures. C'est normalement le ministère de la Recherche qui se positionne sur la validation ou non de cette qualification. Il peut être amené à demander un avis auprès de l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANRT, s'il y a éventuellement un doute sur cette qualification. D'un point de vue planning, et c'est là où ça peut éventuellement se compliquer, on a eu quelques cafouillages au cours de l'année sur les différents délais. Comme on est sur principalement des organismes publics qui peuvent demander des qualifications au RDC, les organismes publics devaient, à partir de 2022, eux aussi demander un agrément CIR. Tous ne l'ont pas fait, malgré des décalages et des reports des deadlines par le ministère de la Recherche. Il n'empêche que pour bénéficier de l'agrément crédit d'impôt recherche collaborative, les premières demandes devaient être déposées jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, a priori, ceux qui n'auraient pas fait la demande à date seraient perdus pour l'année 2022. À partir de l'an prochain, on a des demandes qui vont suivre notre calendrier d'agrément crédit d'impôt recherche, donc toute première demande à déposer entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année, et des éventuels renouvellements à déposer entre le 1er septembre et le 30 novembre de la dernière année d'agrément. Les agréments pour le crédit d'impôt recherche collaboratif sont des agréments qui sont accordés à minima pour une durée de 3 ans, ou bien pour la durée de validité qui sera celle de l'agrément CIR. Supposons qu'un organisme public est un agrément CIR valable de 2023 à 2025 ou 2026. S'il fait sa demande de qualification au RDC pour le crédit d'impôt recherche collaborative, normalement, son agrément SICO devrait être sur la même durée que celui de l'agrément crédit d'impôt recherche. Donc ça complique quand même assez fortement les choses au niveau de ces différents dispositifs. On a aujourd'hui assez peu de visibilité sur les modalités réelles de calcul du crédit d'impôt, d'éventuelles subtilités au niveau de la procédure. Alors, à savoir que le ministère de la Recherche est en train de retravailler sur la parution du guide CIR 2022 qui, on l'espérait, devait paraître assez rapidement. Des informations qu'on a pu avoir, la rédaction était encore en cours. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si le guide sera diffusé sur le site du ministère de la Recherche d'ici la fin de l'année ou non. Mais en tout état de cause, il devrait intégrer et inclure plus d'informations, de précisions et de compléments sur les modalités de valorisation au niveau du crédit d'impôt recherche collaboratif. Donc, quand on aura davantage de précisions, on se permettra aussi de communiquer à ce sujet.
La parution de ce crédit d'impôt peut aussi compliquer l'identification des projets qui peuvent rentrer dans ce dispositif versus des projets qui resteraient dans le giron du dispositif crédit d'impôt recherche. Ça concerne principalement les sujets, bien entendu, des travaux externalisés. On a essayé de simplifier l'analyse de manière globale sur ce schéma. Quand une société fait appel à un sous-traitant pour externaliser tout ou partie des travaux, finalement, aujourd'hui, on peut avoir deux cas de figure. Premier cas de figure qui est sur la partie supérieure du graphique, qui est de la sous-traitance classique. Je vais commander une prestation. On est dans ce cas-là pas sur de la collaboration de recherche, mais bien sur de la commande simple. Donc, si on est sur de la sous-traitance classique, on a aujourd'hui trois cas de figure aussi qui peuvent entrer en jeu. Je fais appel à un prestataire privé qui est agréé crédit d'impôt recherche, donc sous réserve de la validation de l'éligibilité de la sous-traitance en elle-même, on peut retenir ces coûts-là au niveau de la facture à un taux de 30%. On peut aussi faire appel à un prestataire public qui aussi devra être agréé CIR depuis l'année 2022. On va être sur la même finalité et le même mécanisme aujourd'hui que pour les organismes privés. Si la prestation commandée est une prestation éligible, on peut retenir la facture à hauteur de 30%. Donc on ne la doublera plus à compter de cette année, mais on aura quand même la possibilité de la reprendre à hauteur de 30%. Si on fait appel à un prestataire qui n'est pas agréé, qu'il soit public ou privé, on n'a du coup pas la possibilité de pouvoir retenir la facture dans le crédit d'impôt recherche. À contrario de la sous-traitance classique, on a du coup aujourd'hui la sous-traitance qu'on appelle collaborative. Donc, c'est vraiment celle qui va être définie par le crédit d'impôt recherche collaboratif et qui va permettre aussi de pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Sous-traitance collaborative ne veut pas forcément dire crédit d'impôt recherche collaboratif. Voilà. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce ne sera valable uniquement que pour des organismes qui sont agréés crédit d'impôt recherche collaboratif. Donc, si on est sur de la prestation collaborative avec des organismes publics ou privés qui sont agréés CIR, la valorisation des factures ou du projet au niveau du crédit d'impôt recherche collaborative n'est pas possible, mais on peut toujours valoriser ces prestations-là au crédit d'impôt recherche de manière simple et classique comme on l'a toujours fait. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on a la possibilité de le faire. Par contre, si on fait appel à un organisme qui soit privé ou public, mais agréé crédit d'impôt recherche collaborative, on peut donc reprendre a priori les dépenses et les factures à hauteur de 40% pour les ETI, 50% pour les PME. Et de la même manière, si l'organisme n'est pas agréé, qu'il soit public ou privé, pas de valorisation possible. Ce schéma était intéressant pour essayer de faire la corrélation avec celui qui est proposé par le ministère de la Recherche dans son guide CIR. Donc, c'est le rappel qu'on a souhaité faire ici, où ils avaient aussi essayé de redéfinir finalement les différents cas de figure. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus simplifié parce qu'on a finalement de la sous-traitance classique ou de la sous-traitance en collaboration, mais vous allez retrouver ces deux cas de figure-là. La partie sous-traitance en collaboration qui serait a priori dans le dispositif SICO, c'est celle du milieu, celle qui est colorée en gris. Donc, c'est vraiment du mené en collaboration avec un projet défini en commun, un partage des risques, un partage des coûts, un partage de résultats. Donc, c'est en tout cas la partie grise du schéma qui serait vraisemblablement le crédit d'impôt recherche collaboratif tel qu'il a été construit aujourd'hui. La partie qui est plutôt bleue et la partie rosée va correspondre finalement aux aspects de sous-traitance, sous-traitance classique. Même si on peut externaliser des travaux de R&D, ça reste de la sous-traitance. Si un donneur d'ordre commande une prestation, qu'il détient finalement les résultats et que ce soit lui qui finalement assume entièrement les risques, entièrement éventuellement les coûts et qu'on utilise entre guillemets le prestataire pour délivrer une prestation, on sera bien dans de la sous-traitance classique. Voilà. Donc ça nous paraissait en tout cas important d'essayer de préciser ça. On ne sait pas aujourd'hui si ce schéma-là sera amené à évoluer dans le nouveau guide CIR. Vraisemblablement oui, avec l'apparition du crédit d'impôt recherche collaborative. Ça permettra, j'espère en tout cas, de clarifier un certain nombre de sujets. Deuxième partie de la présentation, on portait plutôt sur la mise à jour des bulletins officiels des impôts et des différents abonnements en cours. Alors, on a des bulletins officiels des impôts qui ont été modifiés pour partie plutôt sur le premier trimestre 2022, suite à la parution de la loi de finances 2023, qui portait sur principalement deux aspects. Le premier, c'est le crédit d'impôt innovation.
qui a été prolongé. Alors, savoir que le crédit d'impôt innovation n'était pas un dispositif qui était pérenne. Quand il a été créé en 2013, il avait une durée de validité, du coup, qui était au démarrage de 8 à 10 ans. Il avait déjà été prolongé plusieurs fois et il y a une nouvelle prolongation du dispositif aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ça permet d'avoir 2 années supplémentaires de bénéfices de crédit d'impôt innovation et un changement au niveau du calcul qui prendra effet au 1er janvier 2023. On a 2 changements finalement au niveau du calcul. On a un crédit d'impôt dont le taux d'option évolue. On était jusqu'à présent à une assiette de 400 000 euros de dépenses à 20%, donc 80 000 euros de crédit d'impôt innovation. Le taux de 20% va passer à 30% à partir du 1er janvier 2023, avec un bénéfice supplémentaire pour la partie outre-mer, mais qui vous concernera peut-être un petit peu moins. Il n'empêche qu'on passe à 30%, donc le même taux que celui du crédit d'impôt recherche. En contrepartie, on a le forfait des frais de fonctionnement qui est amené à disparaître. Donc, pour rappel, les frais de fonctionnement, c'était un taux forfaitaire qui s'appliquait sur les dépenses de personnel et sur les amortissements. Donc, 43% des dépenses de personnel, 75% des amortissements. Donc, ce forfait-là, ces frais de fonctionnement disparaissent. Mais on a quand même 10% de taux d'option supplémentaire. Et information importante, le plafond de 400 000 euros reste inchangé. Donc, malgré le fait qu'on supprime les frais de fonctionnement, on serait amené à avoir un bénéfice de crédit d'impôt possible à hauteur de 120 000 euros par an, au lieu des 80 000 actuellement. Donc, on a fait des petites estimations et simulations sur le manque à gagner, au regard notamment de la suppression des frais de fonctionnement. Ce n'est pas si significatif que ça. Pour les sociétés qui déclaraient pratiquement au plafond, on est plutôt sur un bénéfice assez intéressant lié au changement du taux d'option, avec assez peu d'impact, en tout cas, sur la fin des frais de fonctionnement. L'autre aspect intéressant, c'est aussi la prise en compte du crédit d'impôt recherche collaboratif pour les dépenses JEI, JEU. Le BOFIP a été modifié notamment pour intégrer les dépenses éventuelles qui sont liées au crédit d'impôt recherche collaborative dans le calcul des fameux 15% qui permettent de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ou de jeune entreprise universitaire. Voilà, donc c'est simplement une modification supplémentaire qui a été mise en place. Il y avait d'autres modifications qui avaient été inscrites dans ce bulletin officiel des impôts, notamment sur des modifications liées principalement au JEI. Alors, pour information, le bulletin officiel des impôts avait élargi et prolongé la durée de bénéfice du statut de jeune entreprise innovante, par contre uniquement sur un volet fiscal, c'est-à-dire sur une exonération des bénéfices. On a eu finalement quelque chose d'un peu différent, et j'y reviendrai juste après, plutôt un rétropédalage. Mais je vais du coup le présenter tout de suite. On a eu un rétropédalage assez récemment dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale pour la préparation de la loi de finances 2023, à savoir que quand le statut de jeune entreprise innovante a été étendu à 11 ans au lieu de 8, mais uniquement sur le volet fiscal, c'est-à-dire l'exonération des bénéfices, et pas sur le volet social, qui est justement la déduction des charges patronales. On a eu un retour assez fort de la part d'un certain nombre d'institutions et d'organismes en France qui finalement ont trouvé cette modification aberrante. Donc, il y a un amendement qui a été voté courant octobre ou courant novembre, je n'ai plus la date exacte, qui finalement revient un petit peu en arrière. Donc, il y a 2 choses qui ont été actées sur cet amendement. Validation de la prolongation du statut de jeune entreprise innovante. Donc, on a quand même 3 années finalement supplémentaires possibles pour les sociétés qui bénéficieraient de ce statut. Donc, on a un bénéfice qui prendra fin au 31 décembre 2025 au lieu du 31 décembre de cette année. Donc, c'est pour les sociétés plutôt nouvellement créées qui auraient encore un bénéfice possible, donc créées par exemple en 2019, 2020, 2021. Voilà, elles auraient perdu le statut en 2022, elles auront 3 années supplémentaires. Par contre, la durée de validité est ramenée quand même à 8 ans, donc elle revient sur sa durée initiale. Donc, c'est un objectif de remise à niveau et de réadéquation entre le bénéfice social et le bénéfice fiscal. Donc, ça permet d'assurer la cohérence du dispositif de manière globale. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que des sociétés nouvellement créées qui pourraient bénéficier aujourd'hui du statut de jeune entreprise innovante, elles pourront le bénéficier sur une durée de 8 ans comme à l'accoutumée, simplement avec un décalage temporel jusqu'en 2025. On a d'autres amendements qui ont aussi été votés
Voter ne veut pas dire adopter, peut-être une précision et une subtilité là-dessus. Des amendements qui sont votés, ce sont des projets de loi qui montent, en validation auprès du Sénat. Donc c'est pas parce que c'est adopté aujourd'hui ou voté au niveau d'un amendement que ça apparaîtra de manière définitive sur la loi de finances 2023. Il n'empêche que, de manière générale, quand l'Assemblée nationale adopte un amendement, il y a assez peu de chances qu'il soit retoqué derrière. On a peu d'évolution au niveau du crédit d'impôt recherche. Alors, c'est quelque chose d'assez paradoxal, dans le sens où on a eu une année assez riche au niveau de la communication autour du financement de l'innovation et notamment du crédit d'impôt recherche. On a beaucoup de rapports qui sont parus. On a eu des rapports de France Stratégie, on a eu des rapports d'analyse de l'INSEE sur l'évaluation du crédit d'impôt innovation. On a eu un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui est venu étudier l'impact réel du crédit d'impôt recherche sur la compétitivité et le maintien de l'emploi en France. Donc on s'attendait quand même à avoir pas mal de remue-ménage au niveau des amendements possibles. On a, comme chaque année, une quarantaine d'amendements qui ont été déposés sur le sujet du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et finalement, rien n'a été voté, acté, à l'exception de ces 2 amendements qui finalement ne sont pas des amendements qui vont être amenés à modifier le texte et la loi, mais plutôt à donner de la visibilité. Donc ce sont des rapports qui ont été commandés. Un rapport sur ce qu'on appellera le CIR vert. Ça a fait beaucoup de vagues et beaucoup d'échos, notamment sur l'année 2022. Le gouvernement souhaitait essayer de mettre en place ou d'instaurer un crédit d'impôt qui soit lié notamment à un aspect écologique ou un aspect de transition écologique. Concrètement, c'est assez difficile à mettre en place. La modification stricte du crédit d'impôt recherche en incluant des paramètres écologiques paraissait assez compliquée. Donc, ils ont préféré en tout cas commander un rapport pour étudier la possibilité de mettre en place ce qu'on appellera un CIR vert, avec peut-être des taux d'option qui soient majorés, peut-être des limitations en fonction des dépenses, qui seraient vraisemblablement un crédit d'impôt recherche supplémentaire. Ce rapport-là devrait, s'il est acté et voté, être rendu sous un délai moyen d'1 an, donc ce qui signifie qu'on n'aura pas de visibilité avant la fin de l'année 2023. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant à la lecture des conclusions. Et on a un deuxième rapport qui a été commandé également, qui est finalement la conséquence de tout ce qu'on a pu voir passer en termes de communication autour de l'INSEE, de France Stratégie, du Conseil des prélèvements obligatoires, qui veut essayer d'évaluer concrètement l'impact du crédit d'impôt recherche, alors dans plusieurs aspects, parfois, enfin plutôt dans différents secteurs dans un premier temps, notamment les secteurs des services qui sont assez décriés, assez pointés en ce moment par l'administration fiscale. Essayer de voir s'il y a un réel bénéfice de collaboration publique-privée sur la part sous-traitance, notamment en France et à l'international, et étudier l'impact réel du crédit d'impôt recherche sur les PME versus grands groupes. À savoir qu'aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche est quand même happé en termes de montant par quelques grands groupes qui vont ponctionner peut-être 60% du crédit d'impôt recherche, le reste étant 80% de PME qui ne vont bénéficier finalement de peu de crédit d'impôt. Donc l'objectif en tout cas de l'analyse de ce rapport-là, c'est d'essayer de voir si concrètement des changements d'options, des changements en termes de dépenses dans le crédit d'impôt, notamment sur les grands groupes, empêcherait ces derniers de faire de la recherche. Voilà, c'est concrètement ça. Il y a aussi le crédit d'impôt collection, du coup, qui entre en compte dans cette analyse-là. Donc pareil, ce rapport-là, s'il est commandé et validé, le temps qu'on ait concrètement un retour, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait quelque chose avant 1 an au mieux. Donc ces 2 rapports-là, concrètement, on attend des résultats et des retours plutôt d'ici la fin de l'année 2023, mais pas avant. Pour finir, je voulais vous partager quelques sujets au niveau des actualités juridiques et fiscales. Alors, l'année a été extrêmement riche. J'ai préféré faire un focus sur les 2 ou 3 éléments de décision de tribunaux, cours administratifs ou Conseil d'État qui étaient intéressantes. Il y en a beaucoup plus, mais qui sont peut-être un peu moins significatives. La première qui me semblait d'importance, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Paris sur la société Arcamis, qui vient justement débattre d'un sujet de fond qui est assez régulièrement décrié en cas de contrôle. C'est de la valorisation de prestations qui peuvent être menées en régie. Alors, il faut savoir que la sous-traitance en régie, si on lit le guide du crédit d'impôt recherche qui est édité par le ministère de la Recherche est clairement indiqué comme n'étant pas éligible. C'est un parti pris du ministère aujourd'hui dans son guide.
d'indiquer que cette prestation n'est pas éligible, il n'empêche qu'elle n'est appuyée et confirmée par aucun texte juridique et fiscal. On n'a pas d'information au niveau des bulletins officiels des impôts qui l'interdit, et on n'a a priori pas de jurisprudence non plus qui l'interdit, et au contraire, on a même de la jurisprudence qui permet de le confirmer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette décision-là? C'est la possibilité finalement de prendre en compte du personnel en régie sur des projets qui sont éligibles au CIR. Donc c'est une société qui a des projets de recherche, qui a fait appel à des prestataires en régie pour renforcer ses équipes techniques, et qui du coup avait valorisé ce personnel en régie dans son crédit d'impôt. Elle a eu finalement gain de cause sur cette valorisation, alors, pour plusieurs raisons. Elle a été amenée à pouvoir justifier d'un certain nombre de points, notamment la présence de l'agrément, mais ça paraissait être une évidence. Elle a pu justifier que contractuellement, elle avait bien commandé une prestation nécessaire à son projet de recherche, donc en expliquant quelle était la nature des opérations confiées aux prestataires, combien de temps ça allait prendre. Elle a pu justifier du travail, éventuellement de la facturation, en présentant les factures. Et ensuite, elle a pu justifier de la contribution réelle de là ou des personnes qui avaient été prestées en régie, notamment par une explication des contributions techniques, donc expliquer très clairement j'ai fait appel à telle personne pour tel besoin avec telle expertise et cette personne a rendu tel travail dans le cadre de mon projet, et a pu également justifier du pointage, c'est-à-dire du nombre d'heures effectives qui ont pu être consacrées à l'avancement du projet, la résolution des verrous techniques. Donc, sous couvert de la justification de tous ces éléments-là mis bout à bout, l'administration, en tout cas la Cour administrative d'appel de Paris, a validé le fait qu'on avait la possibilité de retenir du personnel en régie dans la contribution du nécessaire A. Donc, ça vient confirmer aussi l'arrêt FNAMS qui était paru en 2020, qui permettait de dire si je suis une société qui mène un projet de recherche et que je fais appel à une prestation externe, qui peut-être en soi n'est pas une prestation de recherche, mais elle est indispensable dans le cadre de mon projet pour avancer, je peux tout à fait valoriser cette prestation-là dans le crédit d'impôt recherche. Donc finalement, peu importe que ce soit une commande d'une analyse, d'un essai, voilà, ou d'une prestation purement régie, il n'y a pas de dichotomie entre ça. On a la possibilité finalement de valoriser n'importe quel type de prestation dans la mesure où on peut réussir à prouver qu'elle était bien nécessaire à l'avancement du projet. La deuxième information jurisprudence qui me paraissait intéressante, elle concerne le C2I. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'on a eu finalement peu de décisions de cour administrative d'appel portant sur le crédit d'impôt recherche, pardon, le crédit d'impôt innovation. Cette décision-là, elle vient expliquer finalement quels sont les critères nécessaires pour pouvoir définir qu'un projet est nouveau sur le marché. Et en ce sens, ça nous paraît intéressant, notamment sur des best practices à adopter en cas de contrôle. Il y a finalement 2 ou 3 points clés qui nous semblaient intéressants à remonter. Pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt innovation sur le développement d'un nouveau produit, effectivement, on a besoin de développer un modèle ou un prototype. S'il n'y a pas de mise sur le marché, c'est pas éligible. Donc une volonté ou une ambition de développer un produit sans mise sur le marché a posteriori sera du coup hors cadre, hors champ du crédit d'impôt innovation. Quand on fait l'état du marché, parce qu'on est censé justifier de l'innovation ou de la nouveauté par rapport à un ensemble de critères, on est amené à préciser quels sont les concurrents, bien entendu, et qu'est-ce que fait chaque concurrent. L'administration demande, quand on présente un ensemble de concurrents, qu'on critique de manière individuelle et nominative tous les produits et voire tous les logiciels qui sont retenus comme comparables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à citer un ensemble de concurrents en disant j'ai X concurrents, tous ces concurrents font telle solution, donc ma solution est nouvelle, mais on est bien obligé de prendre les concurrents un par un pour pouvoir justifier pourquoi ce concurrent, je suis meilleur que lui sur un plan technique, sur un plan fonctionnel, sur un plan ergonomique, et le faire vraiment de manière individuelle et nominative. Autre information et élément qui nous paraissait relativement important, parce que c'est un sujet assez sensible quand on est sur l'innovation logicielle. On peut être amené à faire de l'innovation logicielle sans forcément remettre sur le marché un nouveau produit, mais plutôt une version supplémentaire d'un produit existant. Ce qu'a décidé la Cour administrative d'appel de Paris, c'est que finalement, le fait d'exploiter un produit sous une marque commerciale n'est pas un obstacle au fait qu'on puisse rendre éligible des travaux d'innovation sur des versions ultérieures de ce produit-là qui est déjà commercialisé.
Et du coup, ça permet aussi de lever un doute parce qu'on pouvait avoir un niveau de risque sur ce point-là et de se dire si j'ai déjà commercialisé mon produit X en 2020 et que j'avance sur ce produit-là et que je mets en place des innovations nouvelles, mais je vais toujours le commercialiser sous la marque X, est-ce que j'ai le droit de bénéficier d'un crédit d'impôt innovation ou pas? A priori, oui, si on est en mesure de justifier qu'il y a vraiment un gap et éventuellement des éléments de communication supplémentaires aussi. Donc voilà, c'est en tout cas un aspect qui nous paraissait intéressant, mais à renforcer, à étayer par la possibilité de justifier qu'on a bien communiqué sur le fait qu'on met sur le marché une version ultérieure du produit qui va présenter dans ce cas-là des performances améliorées. Le dernier élément juridique et fiscal en termes de jurisprudence qui nous avait paru intéressant à vous présenter, il concerne la veille technologique. Alors, on a souvent un débat assez fort sur ce qu'on a le droit de prendre, de retenir ou pas au niveau du poste dépense de veille technologique. On a la Cour administrative d'appel de Lyon qui finalement s'est prononcée, alors de manière assez étonnante, mais c'est plutôt intéressant parce que ça va dans le bon sens. Elle a admis la possibilité qu'on n'était pas limité à la valorisation uniquement de revues, d'abonnements, de bases de données, mais qu'on avait aussi la possibilité de pouvoir retenir du temps passé par du personnel, éventuellement à de la lecture de papiers scientifiques, à la lecture de revues spécialisées, à de l'analyse de sites internet qui peuvent contribuer à améliorer la veille technologique dans le sujet. Alors, elle a accepté cette valorisation, sous conditions bien entendu. Les conditions, ce sont toujours des éléments de charge de la preuve. Elle a pu être en mesure de prouver qu'elle avait des personnels spécifiques qui avaient été mandatés, entre guillemets, pour pouvoir faire ce travail de veille technologique sur une partie de leur temps, avait construit une fiche de poste en adéquation avec ce travail-là, et surtout, elle a été en mesure de prouver que ce travail est capitalisé, est structuré, et documenté ensuite en interne et est partagé au sein des équipes R&D. Donc, c'est sous réserve de l'ensemble de ces éléments de justification, compte rendu de réunion, ordre du jour, réunion de travail, livrable définitif, qu'elle a pu prouver qu'il y avait bien un vrai travail de veille technologique qui était mené en interne, et la Cour administrative d'appel lui a donné raison au final sur cette valorisation. Donc ça peut être un levier aussi supplémentaire en termes de prise en compte de dépenses au niveau du crédit d'impôt recherche, sous réserve d'avoir suffisamment d'éléments tangibles pour pouvoir justifier et prouver qu'on a bien passé du temps à faire de la veille. On a la possibilité aujourd'hui de le faire avec une décision favorable. J'en ai terminé pour la présentation de ces différents éléments. Je pense que si vous le souhaitez, on peut prendre les différentes questions si vous en avez. Alors Laurence, merci infiniment pour cette présentation très claire et très détaillée.